véritable bourgade de marché qui devint capitale de colonie française entre 1900 et 1934 et qui doit son nom à l'ancien gouverneur colon Jean-Louis Gustave Benguier. Vous l'aurez compris, nous sommes à Bingerville aujourd'hui pour Matin Bonheur vous réveille. Bonjour Alix, bonjour à tout le monde au studio et c'est un bel instant que nous passerons dans cette belle commune qui se veut verte. Et donc aujourd'hui, vous saurez quelques aspects de Bingerville. Donc nous allons avoir plusieurs arrêts. Le premier arrêt devant cette emblématique orphelinat des garçons de Bingerville qui demeure un symbole dans cette ville. Et aussi, vous aurez la place du marché. Et oui, une place toujours bondée, toujours avec du monde. On a les transports, on a les commerçants, on a cette belle ambiance que nous avons au quotidien, même un lundi matin. Comment ça se passe? Et nous allons vous emmener dans ce que j'appellerai l'autre Bingerville. Oui, Bingerville qui est en pleine expansion. Vous allez aussi tout savoir sur cet autre côté de Bingerville qui est en train de se transformer. Venez avec nous. Et voilà, et on vous suivra dans quelques instants. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est tout un programme qui est concocté pour vous en ce lundi 12 avril 2021, où nous amorçons de plein pied cette année 2021 là, et donc en ce 4e mois, on vous souhaite encore la bienvenue en ce lundi, où nous avons plusieurs choses à découvrir et à partager avec vous. Il y aura quelques fondamentaux qui reviennent à Instant Vérité. Ce sera un grand programme et donc nous requérons tout simplement votre attention. Installez-vous confortablement. On part pour la couleur du temps et puis on vous décortique tout ceci crescendo. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du sud forestier et du littoral seront intéressées par de la pluie avec des possibilités d'orage en début de matinée. Par la suite, un temps généralement nuageux se présentera. Les autres régions du pays alterneront entre nuages et soleil. Au cours de cette matinée, les températures afficheront 24 degrés à Bangoro, 26 à Abidjan et à Adiaké, 25 à Bondoukou, 24 degrés à Boaké et Bouna, 25 à Bundiali, Daloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa et Guiglo, 25 à Korogo, 23 degrés à Man, 24 à Oudiné, 25 degrés pour San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 23 à Tiasalé, 24 degrés pour Touba et Yamsou. Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu ou en fin de période, des passages nuageux accompagnés de pluie seront présents dans les zones de l'ouest, du centre, de l'est du pays. Des pluies relativement faibles pourraient s'observer sur les régions du littoral et du sud forestier en fin d'après-midi. Le nord sera partiellement nuageux. Les valeurs au cours de cet après-midi afficheront 35 degrés à Bangoro, 33 à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, la ville de Boaké affichera 35 degrés, 36 à Bouna et Bundiali, 35 à Daloa, 36 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 36 à Guiglo, 37 à Korogo, 35 degrés à Man, 37 à Oudiné, la ville de San Pedro affichera 32 degrés également pour Sassandra, 33 à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 37 à Touba et enfin 35 degrés à Yamsou. Merci de toujours rester fidèle à ce bulletin d'information météorologique. Nous vous souhaitons un très bon début de semaine. Bonjour à tous, l'actualité nationale en deux articulations, à commencer par la question de sécurité dans le nord du pays. Après l'attaque terroriste à Kafolo, les forces de défense et de sécurité souhaitent une franche collaboration avec les populations de Kong. Une rencontre a eu lieu en ce sens. Les populations sont appelées à dénoncer tout mouvement suspect. Kader Sogodogo.
Abdraman Tiemoko Berté, le maire de Kong, avec à ses côtés le corps préfectoral et d'autres élus, rencontrent la population de la localité. Sur la table, des actions de développement qui contribuent à rebâtir Kong. Une rencontre dominée également par la récente attaque terroriste perpétrée dans le département, notamment à Kafolo, la deuxième du genre en moins d'une année. Si les forces de défense et de sécurité sont en alerte, il va sans dire qu'une collaboration des populations en termes de renseignement est souhaitée. Nous exhortons les populations à être des acteurs d'information, à donner l'alerte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous puissions juguler ce fléau en permanence. Parce que c'est une question de veille permanente. Pour sa part, la municipalité est au travail avec de nombreux projets en fin de réalisation. Un nouvel abattoir, un nouveau marché, Kong continue sa mue. Nous avons recensé plus de 17 projets et nous avons mis 2021, en tout cas, sous le signe de l'action forte et de l'action visible. L'innovation majeure, c'est que nous avons mis en place une cellule de suivi des projets, ce qui nous permettra d'avoir des résultats tangibles en des temps records. À Kong, la vie suit son cours normal. La localité est résolument tournée vers son développement. C'est clair, aucune action terroriste ne viendra entacher cet idéal. Rentrée solennelle ce dimanche du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AEMC s'engage à relever les défis de la formation et de la pérennisation de l'identité islamique en milieu scolaire et universitaire. Jean-Marc Adjadji. Plus d'une centaine de jeunes mobilisés pour cette rentrée solennelle de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Cette réunion est l'occasion pour ses membres de présenter les 5 organes centraux et de se projeter pour le mandat 2020-2022. L'AEMC souhaite améliorer la mobilisation et la formation des jeunes musulmans. Le bilan des activités des années antérieures reste positif, mais des défis restent encore à relever, selon le conseil d'administration. Pour cette nouvelle mandature, c'est la continuité, mais également nous avons le défi de la construction et de la rénovation du siège de l'AMC, qui est basé à la mosquée Anneau. Donc on appelle tous les militants, sympathisants, adhérents de l'AMC à se mobiliser autour de ce projet qui va permettre de donner un nouveau visage à notre organisation, qui est une organisation mère de toutes les structures islamiques en Côte d'Ivoire. L'AMC, c'est la transformation des élèves et étudiants pour qu'ils soient des modèles dans la communauté. L'amicale des anciens de l'AMC, par la voix de son porte-parole, Fosseni Dambélé, et le parrain Sidiki Konaté, ont encouragé la nouvelle génération à pérenniser les acquis. Je vois le progrès qui a été accompli pour encadrer les élèves et les étudiants musulmans. C'est une des associations stables qui produit des jeunes Ivoiriens solidement ancrés dans leur foi, mais respectueux aussi de la valeur de laïcité de notre pays. Je voudrais donc leur dire de persévérer, d'être endurants et surtout qu'ils pourront bénéficier de l'appui, des conseils, la présence aussi de nous, les anciens. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1000 sections et 30 secrétariats dans les 31 régions du pays. L'actualité de retour à cette heure, nous serons en dehors des frontières ivoiriennes. Tout à fait. Même pour l'heure, on va encore rester un bon petit moment ici dans notre pays, en Côte d'Ivoire, et précisément dans le district autonome d'Abidjan, où les quartiers de Gbagba, Santé, Adjamé-Bingerville, Sikoji nous attendent par le truchement de notre sieur Angeval qui s'y trouve aujourd'hui pour le réveil du matin. Allez, on retrouve Thierry Angeval dans Matin Bonheur vous réveille. Voilà, nous sommes à Bingerville, on l'a dit. C'est notre escale aujourd'hui dans Matin Bonheur vous réveille. Et puis comme ça, je passais là à la place du marché, là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas m'arrêter devant cette maman et puis lui faire plaisir. Voilà, elle a ses escargots qui sont là, tout simplement. Elle attend ses clients et puis on a envie de lui dire bonjour. Bonjour maman. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom s'il vous plaît? C'est Kui Thérèse. Madame Kui Thérèse. Oui. Kwayomo. Ma. Alors, vous vendez des escargots, oui. On le constate bien. Oui. Vous êtes là depuis quel moment? Bon, je viens à peine d'arriver. Au fait, Benyabu, c'est pas chez moi, c'est de San Pedro. Vous êtes de San Pedro? Oui, oui, j'ai fait grossiste.
Quand les femmes prennent par sac demi là, elles ont voulu prendre à un prix bas. Ouais. Je n'ai pas aimé ça, elle dit bon mais elle détaille. Ah, donc vous détaillez rapidement et puis vous partez à San Pedro. Oui, je retourne au lieu du. Ah, vous voyez, c'est ça aussi, hein, ces braves dames que nous rencontrons dans nos marchés et tout. On l'a rencontrée comme ça tout simplement, pourtant elle n'est pas d'ici, elle est de San Pedro. Elle est grossiste et là elle préfère étaler rapidement, elle vend et après elle part à San Pedro. Maman, vous êtes à San Pedro depuis combien de temps? Depuis 2003, c'est à San Pedro. Comment ça se passe à San Pedro? Ça va très bien, la ville de San Pedro marche très bien. Nous avons voulu changer un peu de ville. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'on envoie pareil, sinon là-bas aussi ça marche. Ouais. San Pedro, un jour on va venir, hein? Un jour on va venir. Venez, nous attendons là-bas avec plaisir. Ouais. Vous êtes dans quel quartier? À la cité, à Seweke? Je suis au quartier village. Quartier village? Bado, Digit. Bado, ok. Alors maman, nous on a voulu échanger un peu avec vous pour savoir comment vous levez le matin, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites et tout. Alors, on ne va pas trop vous emmerder. Vous allez regarder cette caméra et puis vous allez dire un mot pour les braves dames comme vous qui se lèvent très tôt le matin et surtout pour celles qui quittent d'autres villes pour venir ici pour vendre. Je dirais tout simplement à mes soeurs qui n'ont pas encore compris qu'elles se lèvent, qu'elles se battent, n'attendent pas toujours les garçons pour faire. Il faut que nous les aidons aussi. Oui. Et c'est dans le concept là que je suis en train de me débrouiller. Okay. Nous avons aussi des enfants à l'université, à l'école, mais donc il y a beaucoup de dépenses. Il faut aider aussi monsieur. Il faut aider monsieur. Vous avez entendu? Il faut aider aussi monsieur. Nous, on va juste vous dire merci. Vous nous avez accordé un peu de votre temps. Vous allez quitter Abidjan à quelle heure pour San Pedro? Bon, ça dépend de ça. Dès que ça finit, au plus grand à 10 h, je me rends à Djamé. Je prends mon ticket et puis je pars. Vous n'êtes pas trop fatigué? Bon, on est fatigué, mais comme nous sommes dedans, c'est ce qu'on a choisi. La fatigue, c'est ça. Ouais. Parce que quand même, San Pedro, c'est près de 7 heures de route. Hein? Oui. La route n'est pas bonne. Oui. On pratique comme ça. Il faut passer par Gagnois et tout. Je passe par Côtière. Ah, vous passez par la côtière? Quand même, c'est pas bon, mais on peut quand même. Parce que la côtière, c'est 3 heures de route. Vraiment. Côtière, la route n'est pas bonne, mais on se débrouille avec. Oui. Merci beaucoup, maman. On a un cadeau pour vous. On a un cadeau pour vous. Gerson, viens. Au nom de la RTI, non, c'est pas grave. Au nom de la RTI, c'est ce beau cadeau qu'on voulait vous offrir. Et puis, cette petite tasse aussi, que je mets là. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement à la caméra? Je remercie la RTI. Oui. Vraiment, tous mes remerciements. Merci beaucoup, maman. Merci. On a voulu vous faire cette petite surprise. Et c'est comme ça, Matin Bonheur. Ça peut être avec vous, ça peut être chez vous. Nous, on continue notre randonnée ici à Bingerville. Et nous allons emprunter, je vais dire, un transport en commun. Vous allez voir ce que c'est. Habituellement, on les appelle Saloni. Et on voudrait voir comment ça se passe ici à Bingerville avec ce moyen de transport bien très prisé par les populations de Bingerville. Allez, on poursuit. Eh oui, et on vous retrouvera avec grand plaisir dans la magnifique ville de Bingerville qui nous a vu faire toutes nos classes pratiquement. Allez, nous, on revient ici en studio et puis on va retrouver maintenant M. Renaud Kobia dans sa revue de presse pour ce démarrage de semaine. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Allez, on démarre tout de suite. Il y a 11 ans précisément, la crise post-électorale de 2010 prenait fin. Oui, le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo était arrêté, mettant ainsi fin à la crise post-électorale qui a lourdement secoué notre pays. À ce sujet, le Patriote lance à sa une de ce jour, 11 avril 2011, 11 avril 2021, il y a 10 ans, prenait fin la dictature Gbagbo. Selon le confrère, n'eût été cette arrestation qu'il qualifie de salvatrice, le bilan de cette crise aurait été plus dramatique. Allez, retour annoncé de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train. Oui, c'est ce que nous dit la voix originale. Selon le quotidien proche du FPI pro-Gbagbo, la fièvre monte au sein des partisans de l'ex-président qui mettent tout en œuvre pour lui réserver un accueil chaleureux, à en croire le confrère, pour mieux préparer le retour de leur leader. Soadou, secrétaire général de la branche dissidente du Front populaire ivoirien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a mis en place un comité d'accueil dans le village d'Anono, c'est ici à Cocody. Et
le plus vieux parti de Côte d'Ivoire célèbre ses 75 ans, du moins a célébré ses 75 ans. L'expression « on pas d'accord » avec Henri Konan-Bédier sur certains points. Oui, le lancement des activités de célébration du 75e anniversaire du PDCI-RDA s'est tenu ce samedi et à cette occasion, le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire a indiqué que le pays avait reculé à plusieurs niveaux et en réponse à ses propos, l'expression lance à sa une de ce jour que le président du parti est totalement déconnecté de la réalité. Plus de précisions dans l'expression de ce jour. Allez. Hors de la Côte d'Ivoire maintenant, la présidentielle béninoise s'est tenue hier dimanche. Oui, tout à fait. Les Béninois étaient appelés aux urnes hier pour le premier tour des élections présidentielles. Et 3 candidats, dont l'actuel président Patrice Talon, sont en lice pour ce scrutin. Et selon jeunafrique.com, le vote s'est déroulé dans le calme, notamment à Cotonou, la capitale économique. Le confrère note toutefois que de nombreux centres de vote n'ont pu ouvrir ou ont dû fermer dans plusieurs localités du pays. On va encore plus loin du continent. Rendons-nous à présent maintenant en France, où le jeûne musulman débute demain mardi. Oui, c'est ce mardi 13 avril 2021 que les musulmans de France entament le jeûne du mois de Ramadan. L'information a été livrée dans un communiqué par le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Selon Shems Eddin Hafiz, c'est suite à la consultation de calculs scientifiques et de données astronomiques universelles que cette décision a été prise ce dimanche en accord avec plusieurs organisations musulmanes de France. Et on continue de parler de ce grand moment de recueillement et de piété avec le jeûne, bien sûr, le Ramadan qui commence en Côte d'Ivoire, cette fois-ci dans une date prochaine. Oui, à ce sujet, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a produit un communiqué dans lequel il invite tous les musulmans de Côte d'Ivoire à scruter le ciel ce lundi 12 avril 2021 et à l'informer au cas où la lune serait observée. Cette note du COSIM relayée par l'infodrome.com est disponible dans tous les médias ivoiriens de ce jour. On attend donc patiemment. Allez, l'Inter propose un reportage dans la ville de Kafolo. Oui, le confrère nous emmène dans cette ville qu'on pourrait qualifier de ville martyre après les 2 attaques terroristes qu'elle a subies en l'espace de 8 mois cette année. Dans son papier, l'Inter nous dit comment les populations et les agents des forces de l'ordre en poste dans la ville frontalière avec le Burkina Faso se remettent de ces 2 raids meurtriers. Reportage exclusif à lire dans le numéro de ce lundi 12 avril du quotidien qui va au-delà de l'info. Autre clin d'œil à une autre région de notre magnifique pays dans cette revue de presse. Donc, c'est la ville de Zieunula qui nous accueille maintenant, là-bas où la voirie est en plein chantier. Oui, le bitumage des artères de cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui est située dans la région de la Maraoué est en cours en ce moment. Débuté le mercredi 8 avril 2021, ces travaux, selon l'agence ivoirienne de presse, concernent essentiellement les principales artères de la ville et la ceinture qui part du marché Banane, sise au Grand Marché, à la préfecture. Et toujours selon le site d'information, l'axe corridor sud venant de Sucre-Ivoire à l'immeuble abritant l'ancienne BIAO et la voie du quartier Aviation, pour ceux qui connaissent la ville en tout cas, sont également pris en compte. Et notre périple nous mène maintenant à San Pedro, qui a réceptionné 3 nouvelles grues mobiles. Oui, ces grues sont un cadeau du groupe suisse Mediterranean Shipping Company, MSC, un armateur de porte-conteneurs et de navires de croisière, d'un coût global de 12 milliards de francs CFA. L'acquisition de ces équipements flambant neufs par le port de San Pedro est le fruit d'une convention signée par le port avec cet opérateur maritime. Et selon Abidjan.net, qui cite les autorités du 2e port de notre pays, ces 3 nouvelles grues permettront de manutentionner avec aisance les navires de taille beaucoup plus importante et de rendre efficaces les opérations de chargement et de déchargement à quai. Et pour clôturer cette revue de presse, un mot de sport avec l'Open de golf qui se tiendra du 21 au 25 avril 2021. Oui, et pour ce grand retour du tournoi international de golf organisé par la Côte d'Ivoire, c'est le président Golf Club de Yamoussoukro, son parcours de naissance, qui va accueillir la compétition. L'information a été livrée ce samedi par le président de la Fédération ivoirienne de golf. Et selon Emmanuel Kofi, qui est cité par l'Infodrome, ce sont plusieurs athlètes en provenance d'une vingtaine de nations du monde qui ont confirmé leur participation à la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire qui devait initialement, il faut le savoir, avoir lieu en 2020 et qui a été reportée suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Merci infiniment, Renaud. Merci, et nous n'allons pas nous arrêter là. On poursuit notre marathon matinal à direction Bingerville. Voilà. Enfin, ça fait pas peur en tout cas. On est dans le Antara avec notre ami. On va essayer de papoter un peu avec lui, prudemment, pour voir un peu comment ça se passe. On est toujours à Bingerville, hein.
Si vous n'avez jamais essayé ça, moi je vous invite à le faire. Pour ceux qui ont déjà visité des pays comme l'Inde et tout, on peut se permettre quand même cela. Allez, Karim, là on va où là? Bon, une nouvelle gare là. On sent une nouvelle gare. La nouvelle gare, c'est Oui, oui. à Djamé. Oui, oui, Benjerville. À Djamé, Benjerville. Oui, oui. Donc c'est le marché d'Adjamé. Oui, oui. Benjerville. Adjamé, Benjerville. Oui, oui. Donc on va dire que déjà le transport c'est combien? Bon, le transport c'est 100 francs. 100 francs. Oui, c'est 100 francs. Et on prend combien de clients, Karim? Bon, on prend 4. On prend 4 personnes, oui, oui. Et peut-être avec la Covid et tout, on peut faire moins. Oui, 3 personnes, on prend 3. Chacun son cache-nez. Hein? Oui, oui. Ouais, chacun son cache-nez. Mais ça fait beaucoup de bruit, hein, Karim? Non, oui, oui, ça c'est normal. Parce que il ne roule pas à la vitesse. C'est là. Alors, nous sommes toujours à Benjerville. Et c'est l'autre Benjerville, comme j'appelle. Hein. Ici, il y a de nouveaux quartiers, il y a de belles cités. Et cette voie nous mène dans plusieurs villages qui sont après Benjerville. Par exemple, là, nous allons à Djamé, Benjerville, en compagnie de notre ami Karim. Karim, on continue, allons-y seulement. En compagnie de notre ami Karim. Et c'est comme ça, des personnes chaque matin, eh bien, empruntent ce transport en commun. Donc, on est avec des personnes comme Karim, ou bien, voilà, on peut tranquillement prendre un baka ou même un wororo. Alors là, on est en train d'aller dans le village d'Adjamé Benjerville en compagnie de Karim. La distance, c'est combien de minutes, Karim? Bon, la distance, bon, tu mets 15 km quand ça vaut. Ouais, 15 minutes? Oui, 15 minutes. 15 minutes. Oui. Ok. Et c'est pas trop fatigant de faire cela? Non, c'est pas trop fatigant. Et toi, tu aimes bien? Oui, j'aime ça. Ok. Eh bien, ils sont nombreux comme ça, des jeunes comme Karim, qui essaient de se débrouiller. Eh bien, ils sont nombreux comme ça, des jeunes comme Karim, qui essaient de se débrouiller à travers ce moyen de transport qui, quand même, permet à des populations de se déplacer. Et c'est ça aussi la particularité de Benjerville. Alors, Karim, dis-nous, quel conseil tu peux donner à tous les jeunes, à tous ceux qui se débrouillent comme toi et qui font ce transport-là? Bon. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, ça, bon, c'est bon. J'ai à tous mes amis de travailler, ils ont arrêté de voler, débrouiller encore mieux qu'ils volent. Parce que si tu voles, on t'attrape, bon, c'est deux choix, prison ou ça à la mort. Donc c'est le seul conseil que je peux donner ça à mes amis de travailler comme moi. Donc c'est bon, ça rend aussi. Merci beaucoup, Karim. Oui. Merci. Alors on va tourner maintenant. Ok. À Djamé, Benjerville. Voilà. Nous sommes à Djamé. Nous sommes dans le village de Akwa Djamé et nous sommes toujours avec Karim. Donc, alors Karim, nous on va descendre ici, on va te dire merci. Qu'est-ce que tu peux dire à Matin Bonheur? Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui regardent la RTI? Bon, je peux dire à mes amis, on continue de travailler encore. Ça, je le dis et je répète. On continue de travailler. Donc, je remercie la population. Bon, que Dieu veille sur nous. La paix, Côte d'Ivoire. Merci. Tout ce que je peux dire. Alors, voilà. Et c'est ici que nous allons dire merci à Karim. On va payer le transport, on va payer la course quand même, c'est important. Merci à Karim, merci à tous ces jeunes qui nous ont reçus à la gare. Nous sommes dans le beau village d'Adjamé, Benjerville. Ici donc, c'est ici la gare de ces Saloni, de ces Antara. Allez, Alix, on a fini notre petit voyage ici à Benjerville. Le temps de courir et de te retrouver avec beaucoup de plaisir au studio. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Et puis à tout à l'heure au studio. Ciao, ciao.
Eh oui, donc on se retrouvera dans quelques petites minutes grâce à notre flèche, Dieu merci. Thierry Angeval sera là et puis pourra aisément rejoindre la station de la RTIC à Cocody. Allez, 12 avril 2021, c'est quand même une journée aussi importante quand on a la vie, pourquoi pas la célébrer. Aujourd'hui donc, 102e jour de l'année, nous célébrons aujourd'hui les Jules au nom calendaire pour aujourd'hui, donc lundi. Tous les Jules sont célébrés et puis les Jules de cœur aussi, on vous fait un coucou, pourquoi pas. Allez, prénom du matin, on part au Nigeria et puis les filles pourraient être prénommées ainsi. Adaezi, ça veut dire la fille du roi et puis pour le garçon, c'est Amadi, un homme libre. Voilà, inspiration de ce jour pour les éventuelles naissances à accueillir pour un 12 avril ou un 13. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on est toujours en recherche pour vous apporter quelques suggestions. Aujourd'hui, on a un anniversaire à célébrer avec un de nos collègues ici à la RTI, la Maison Bleue, donc en la personne de monsieur Abou Shanghai. Il est opérateur vidéo, voilà. C'est grâce à son expertise que vous pouvez nous recevoir avec des vidéos claires, nettes, et puis bien sûr avec la régie finale, on se déporte chez vous. En tout cas, c'est une équipe à la chaîne qui met du cœur à l'ouvrage pour vous réveiller tous les matins en douceur, en qualité et en utilité. Le proverbe aujourd'hui, l'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. On reprend encore, l'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. C'est important de se frayer un chemin et ne pas déranger les autres, tout simplement. Allez, il faut savoir que pour aujourd'hui, lundi, après Matin Bonheur vous réveille, on attend impatiemment l'arrivée de Thierry Angeval, avec qui on va décortiquer le reste du programme. Mais avant qu'il n'arrive, vous aurez dans quelques instants le deuxième flash de Régis Kofi. On aura Gabriel Zani, je vous ai dit, qui fait son grand retour avec un sujet très important. Et puis, on aura aussi nos deux invités titulaires du lundi, à savoir monsieur Paul Arnaud Écou de Inforoute et monsieur Guy Abinogues pour Investissement. Tout ceci dans Matin Bonheur pour un condensé de bonne humeur. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'international. Les Béninois sont dans l'attente des résultats de la présidentielle de ce dimanche. Près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. 3 candidats en lice, dont le président actuel Patrice Talon. Les poids lourds de l'opposition sont absents de la course au fauteuil présidentiel. Plusieurs de ces candidatures ont été invalidées. Les Tchadiens ont également voté ce dimanche à la présidentielle où le maréchal président Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter face à 6 candidats sans envergure après avoir écarté les rares ténors d'une opposition divisée. Le véritable enjeu de ce scrutin reste la participation des quelques 7,3 millions d'électeurs. Les deux camps crient déjà victoire. L'opposition la plus dure, qui considère que son appel au boycott du scrutin a été suivi, et le pouvoir, qui assure que les Tchadiens se sont massivement déplacés pour voter. Réaction. Et d'abord, voter, c'est d'abord accomplir son devoir en tant que citoyen. Et voter, cela veut dire aussi, en quelque partie, c'est la démocratie, l'accomplissement de la démocratie. Un pays ne peut pas évoluer, ne peut pas développer sans le règle, sans le base, quelque chose, le base démocratique. Détecter le Covid-19 en soufflant dans un ballon à la manière d'un éthylotest. Au Palais des Sports de Lyon, une vaste expérimentation est en cours, ouvrant des perspectives pour le retour à la vie d'après l'épidémie. Les personnes participant à l'expérience ont toutes fait un test PCR en amont afin que les deux résultats puissent être comparés en laboratoire. Si l'expérimentation devait aboutir, 1 à 2 minutes pourraient suffire pour se faire dépister du Covid-19. Réaction. Pour l'instant, nous ne rendons pas de résultats aux patients, mais à terme, c'est un rendu de résultats qui est évalué de l'ordre de la minute et sans prélèvement autre que le souffle. Et du coup, pas de douleur, pas de difficulté chez certaines personnes
pour qui les couvillons nasopharyngés pourraient être vraiment désagréables. C'est le genre de machine que l'on pourrait envisager à l'entrée de regroupements, d'événements, comme à l'entrée d'une salle de concert, d'un spectacle, à l'embarquement d'un avion. En fait, tout regroupement qui nécessite un diagnostic extrêmement rapide pour protéger son entourage dans un lieu fermé où la densité de population favoriserait la propagation du virus. Il a survécu dans la forêt amazonienne. Le pilote brésilien Antonio Senna a été secouru après avoir passé 38 jours dans la jungle amazonienne suite au crash de son avion. Il a survécu dans la forêt jusqu'à ce qu'il rencontre une famille de ramasseurs de noix qu'il a pris en charge. J'étais émotionnellement dévasté. Je pensais que je n'arriverais peut-être pas à m'en sortir, que je pourrais y mourir, a-t-il raconté de retour chez lui à Brasilia, la capitale du Brésil. Le breaking, une danse au sol très rythmée issue de la culture hip-hop, fera son entrée au programme olympique en 2024 à Paris. Ça va être stylé, s'enflamme Mounir, pratiquant de breaking de 24 ans. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas regardé les Jeux olympiques, mais là, je vais regarder les Jeux de Tokyo. Je vais pouvoir me dire peut-être que je serai à leur place. Ça va me permettre de rêver. En 2024, je pourrais dire, j'ai vu l'autre remporter la médaille il y a 3 ans, en 2021. Maintenant, en 2024, c'est à moi, a-t-il déclaré. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci infiniment, Régis Kofi, pour votre partition de cette journée. On se reverra avec grand plaisir demain, mardi. Maintenant, Inforoute avec M. Paul-Arnaud Écou. Chaque année, c'est un nombre important d'accidents que nous déplorons sur les différentes voies. Les statistiques en sont le macabre, on va dire, la macabre illustration. Et donc aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge de ces victimes-là d'accidents de la route avec M. Paul-Arnaud Écou. Bonjour à vous. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, nous voulons savoir en quoi consiste la prise en charge d'une victime d'accident de la route. On va dire que la prise en charge de la victime d'un accident de la route, c'est le système qui est mis en place déjà pour lui porter secours dès que l'accident survient, mais aussi pour l'accompagner à obtenir une réparation du préjudice qu'il a subi et dans une autre mesure aussi, l'accompagner à, je vais dire, se réinsérer dans la société parce que des fois aussi, à la suite d'un accident de la circulation, on perd certains réflexes, on prend certaines mauvaises habitudes. Il faut peut-être l'accompagner à retrouver sa place dans la société. Donc tout ce processus-là, dans un cadre qu'on appelle couramment pour les juristes peut-être une prise en charge de la victime de l'accident de la route. Justement, qui peut être pris en charge après un accident de la circulation? La victime est celle-là plutôt qui a subi un préjudice. Donc ce préjudice peut être personnel, c'est-à-dire direct, ou ce préjudice peut être indirect, c'est-à-dire à la suite d'un accident qui a coûté la vie à un individu. Les proches, les ayants droit sont des victimes qui peuvent demander à recevoir réparation de la justice. Mais la victime, c'est celle-là qui subit d'abord le préjudice direct. Et donc, on va distinguer selon qui la victime est le conducteur, le chauffeur, qui a un mécanisme de prise en charge des réparations qui est un peu plus sévère parce qu'il est supposé être l'auteur de l'accident. Et puis, on va distinguer les autres victimes, les passagers, les piétons, les victimes tiers qui n'ont rien à voir avec le conducteur. Mais dans tous les cas, tout cela doivent être pris en charge. D'accord. Allez, que doit-on faire, ou sinon, que doit faire la victime même pour être prise en charge à la suite d'un accident? Et après ça, quels sont les droits qu'une victime d'accident peut faire valoir? Le droit fondamental à faire valoir, c'est le droit à obtenir une juste réparation de l'intégralité, en quelque sorte, du préjudice subi. Et la victime doit obtenir la réparation. Mais pour obtenir cette réparation-là, elle ne doit pas avoir commis une faute inexcusable. C'est-à-dire que les règles du code de la route s'appliquent à tout moment, y compris à la personne, à tous les usagers. Donc, pour vraiment revendiquer cette réparation à juste titre, il faut éviter d'être responsable quelque part. Il faut ne pas avoir commis une faute qui va dégager soit la responsabilité du conducteur, la responsabilité de l'assureur, exonérer l'assureur. Donc, il ne faut pas commettre de faute inexcusable. Et après l'accident, il faut se mettre dans un processus de déclaration de l'accident et suivre le parcours juridique pour obtenir la réparation. Donc, la victime doit être active
dès que l'accident arrive, elle déclare à son assureur ou elle déclare à la justice qu'elle a besoin de se faire réparer, qu'on poursuive le fautif, on engage sa responsabilité jusqu'à ce qu'on puisse réparer son préjudice. Elle a aussi le droit de faire sanctionner l'auteur. Généralement, les victimes sont victimes de blessures, volontaires ou involontaires, parfois d'homicides. Oui. Ce sont des infractions qui sont poursuivies pénalement. Donc, la victime a le droit de demander que l'auteur de l'accident soit poursuivi en justice et sanctionné à cet effet. On se rappelle très bien que c'est à la suite d'un accident de la circulation qu'on a réactivé la commission du retrait de permis. Oui. Donc, la victime peut aller jusqu'à ce niveau-là pour demander à ce que ce conducteur indélicat soit plus sévèrement sanctionné. En tout cas, c'est toute une démarche par rapport à la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Mais le cas d'une personne victime d'un accident de la route qui n'est pas assurée, comment elle se fait prendre en charge? L'assurance n'est pas le principe prioritaire de l'indemnisation. L'assurance vient en complément et vient aider une personne qui aurait engagé sa responsabilité à indemniser sa victime. Donc, la responsabilité est directe, c'est-à-dire l'auteur qui a commis une faute doit le réparer. Donc, la responsabilité de réparer incombe à l'auteur. Donc, en l'absence d'une assurance, on va poursuivre directement le conducteur fautif pour se faire réparer, pour obtenir réparation de son préjudice. Et des fois, il y a des mécanismes qui sont mis en place aussi pour accompagner des victimes qui seraient dans l'impossibilité de se faire indemniser parce que le conducteur n'est pas totalement solvable. Il y a le fonds de garantie automobile qui est là, par exemple, pour permettre à d'autres personnes de recevoir des réparations. Donc l'assurance n'est pas obligatoire, même si elle vient comme une action complémentaire pour aider à réparer plus rapidement et plus efficacement le préjudice. Mais la victime a plusieurs moyens et si ce n'est pas possible, elle va en justice. Elle engage une action en justice, une action en dommages et intérêts en justice pour qu'on poursuive et saisisse les biens du conducteur fautif pour vraiment l'obliger à réparer le préjudice. Mais bien évidemment, il faut encourager tout le monde à souscrire une assurance puisque l'assurance est obligatoire. L'assurance à responsabilité civile est obligatoire. Ne pas souscrire à cette assurance pour le conducteur est déjà une infraction en soi, et donc qui peut aggraver sa situation. La précision est de taille et d'une importance capitale. Alors, quels sont les préjudices qui peuvent donner lieu à une indemnisation? La victime a droit à une réparation intégrale de tout le préjudice qu'elle va subir. Donc, le préjudice qu'on connaît le plus souvent des préjudices corporels. C'est-à-dire qu'il y a des blessures, il a un traumatisme, mais ce préjudice peut être matériel. Les biens qui auraient été détruits dans l'accident aussi peuvent être réparés. Donc, on va réparer son préjudice corporel, les dégâts qu'il a subis sur son corps, on va le dire ainsi. On va réparer les préjudices matériels. Sur le plan corporel, on va réparer d'abord tout ce qui est blessure physique, mais on peut prendre en charge tout ce qui va être lié à des blessures esthétiques, à des prises en charge émotionnelles. Et tout ça doit être couvert. L'esthétique, c'est-à-dire qu'un accident vous a défiguré, les coûts, les frais médicaux pour réparer ou pour vous remettre en état doivent être couverts par l'assurance ou bien par la responsabilité du conducteur. Alors, quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter ou pour garantir la prise en charge des victimes d'accidents, pratiquement concrètement? Le mécanisme prioritaire, pour porter ce qu'on le connaît bien, c'est les sapeurs-pompiers. C'est un mécanisme qui se déclenche automatiquement dès lors qu'on signale l'accident. Ils vont venir sans distinction des races, des religions, sans savoir si vous êtes responsable ou pas responsable. Les premiers services sanitaires qui arrivent sur les lieux vont commencer à vous prendre en charge. J'allais même dire qu'au-delà même des sapeurs-pompiers, la prise en charge peut commencer même par l'autre usager de la route qui passerait près de l'accident, qui serait le premier arrivé sur les lieux de l'accident. On enseigne à l'auto-école le PAS, à se protéger, alerter, secourir. C'est la première démarche de prise en charge d'une victime d'accident de la route. Bon, préalablement, il faudrait en avoir les compétences et la formation. Évidemment. Ce n'est pas les badauds qui s'adonnent à cette pratique de secourisme, pas du tout. La prise en charge, ce n'est pas le secourisme. Il y a des gestes de secourisme qu'il faut éviter de faire. Oui. Mais quand vous arrivez sur les lieux d'un accident, vous assurez que, par exemple, qu'il n'y a pas d'éléments plus dangereux. Si vous arrivez sur les lieux d'un accident, que le véhicule a le moteur qui est toujours en marche, prendre le temps de le déléter, on n'a pas besoin d'une formation particulière. Il y a des gestes basiques de protection qui est à la portée de tout le monde. Mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas vouloir faire de massage cardiaque, il ne faut pas vouloir faire déplacer la victime. Comment encadrer cela? Parce qu'en même temps, on se dit, voir une personne qui est en train d'agoniser ou qui est en détresse, ne pas lui accorder assistance, on ne rentrerait pas dans le cadre de non-assistance en personne en danger. Tout à fait. Si on a les moyens de
porter assistance, qu'on refuse de porter assistance, on rentre dans le cas d'une mise en danger, de non-assistance à personne en danger. Mais on n'a pas toujours les compétences, comme vous l'avez dit. On peut être dans un problème où on est limité sur le plan du secourisme routier. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir protéger la victime, s'assurer qu'il n'y aura pas de suraccident, alerter les forces de secours pour prendre en charge de façon sanitaire la victime et bien évidemment, si possible, se renseigner pour donner d'autres informations aux forces de secours. Et à partir de là, l'appareil judiciaire va prendre le relais. Quand l'officier de police judiciaire viendra faire le constat d'accident, il va enclencher la prise en charge juridique. Il va falloir lui dire que vous aurez besoin du constat, le procès verbal du constat pour pouvoir accomplir les autres formalités, les autres démarches. Dans le procès verbal du constat, il faut vraiment faire attention pour qu'on puisse indiquer clairement la responsabilité des parties en cause et puis vous permettre d'avoir la réparation de à votre préjudice. Et donc, la prise en charge, l'appareil judiciaire est là pour ça. Mais quand ça ne suffit pas, je parlais tout à l'heure du fonds de garantie automobile, ils ont aussi des mécanismes complémentaires pour venir en aide aux victimes. Et donc, il faut pouvoir aller vers eux, demander à recevoir une réparation, demander à recevoir un soutien. Et je pense que le service est assez ouvert, il est assez accessible. Ils ont des postes d'information dans les hôpitaux, ils pourront mieux vous renseigner, vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Alors, et pour une meilleure compréhension en la matière sur ce que vous venez de dire, par rapport à un accident, dès qu'il y a un accident, c'est systématiquement qu'on a une procédure juridique qui est enclenchée, même si la victime ne porte pas plainte formellement? Il y a deux procédures qui vont être enclenchées en cas d'accident. Il y a une action publique parce que, comme je disais, quand il y a homicide, quand il y a blessure, il y a une infraction, donc il y a une action publique. Que la victime porte plainte ou pas, le procureur, la justice pénale va rechercher la faute du conducteur et enclencher la procédure. Mais pour obtenir réparation, on passe sur un principe civil. Donc il faut que la victime veuille se faire indemniser. Il faut qu'elle veuille aller vers l'assureur. Si elle ne va pas vers l'assureur, elle ne pourra pas recevoir l'indemnisation. Et il y a un délai de prescription. Si elle n'agit pas dans les délais, si elle n'agit pas très vite, elle ne pourra pas se faire réparer parce que c'est vraiment une action civile. C'est la volonté de la victime de se faire indemniser. C'est pareil pour l'action en justice. Si elle veut recevoir des dommages d'intérêt, elle a intérêt à aller au tribunal, porter l'affaire devant le juge pour dire « je veux être indemnisé ». Du coup, quand le policier fait son constat, elle doit être en mesure de dire au policier que oui, au-delà de la poursuite pénale de l'infraction, moi je veux obtenir réparation et me constituer partie civile. Elle le déclare expressément. Du coup, le policier peut se faire le relais en attendant qu'elle soit en mesure de faire valoir ses droits. Mais le policier peut lui dire « ah, cette victime-là entend porter plainte ». Déjà pour poursuivre l'auteur pour coups et blessures et entend se faire indemniser en tant que partie civile. Allez, dernière question, hein, et puis ce sera un cas pratique, un cas caustique un peu. Lors, on va dire, d'une traversée ou d'une conduite, on se retrouve face à un animal sauvage qu'on ne peut éviter, qui crée un accident où il y a des victimes. Qui est responsable dans ce cas? On ne va pas jouer sur le terrain du cas des forces majeures. Parce que, comme on parle de réparation, bien évidemment, les victimes seront prises en charge puisque l'automobiliste est censé être assuré. D'accord? L'accident, c'est un cas fortuit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un animal sauvage qui passe, l'accident n'est pas prévisible. Donc, on ne va pas se mettre dans la logique de dire « je voulais faire un accident, donc je vais réparer les gens ». Dès qu'il y a accident, le processus est enclenché. On poursuit les auteurs, le conducteur sur la base d'homicide involontaire, des blessures involontaires. Donc, ce n'est pas forcément un acte volontaire. Donc, l'animal sauvage qui passe n'a rien à voir dans l'accident. Il n'a aucune responsabilité à en prendre. Tout dépend du chauffeur, de sa façon de s'assurer, de sa façon d'être responsable. Et bien évidemment, les victimes prennent le relais pour se faire indemniser. Voilà qui est clair et qui est bien expliqué ici pour tout le monde, mais le préalable serait en tout cas en ordre, en règle et puis très prudent sur les voies pour éviter les accidents. Merci M. Paul Arnaud. Et puis on se reverra avec grand plaisir. Gabriel Zani fait son grand retour dans Instant Vérité pour vous. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans Instant Vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur.
Elles sont nombreuses de ces personnes qui ont tout perdu pendant la crise post-électorale. La CPI confirmant l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 31 mars dernier n'a tenu personne responsable pour les crimes commis pendant cette période. Pourtant, les victimes des violences réclament justice. Elles estiment n'avoir toujours pas obtenu réparation pour les torts subis. Alors, quel est donc le sort de ces victimes ? Quel type de réparation pour ces personnes touchées durement par les violences post-électorales de décembre 2010 à avril 2011? Les victimes peuvent encore se référer à la Cour pénale internationale. Pour en parler, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, PCA de la coalition ivoirienne pour la CPI, expert et consultant en justice internationale, auteur du livre Côte d'Ivoire CPI, mariage d'amour ou mariage de raison. Alors, bonjour Ali Ouattara. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité. Acquittement définitif de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale, dont vous soutenez les actions ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel est votre commentaire face à cette décision de la Chambre d'appel de la CPI? Merci beaucoup. Je voudrais dire que lorsqu'il y a un procès, il y a deux situations qui se présentent. Soit il y a un acquittement, ou alors il y a une condamnation. Pour le cas d'espèce, nous sommes à un acquittement. Et donc, par conséquent, nous défendons les victimes. Et donc, le commentaire qu'on peut faire, c'est la déception des victimes, en fait. C'est un peu ça. Et c'est le laisser pour compte des victimes, c'est l'espoir déçu des victimes, parce qu'il faut reconnaître que la CPI a été créée fondamentalement pour les victimes. Bien. Alors, selon vous, le bureau de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a-t-il bien fait son travail? Nous ne voyons pas la chose sous cet angle. Dire qu'elle a bien fait ou pas, elle a essayé de bien faire, en fait. Et en matière d'enquête, il faut certains éléments qui puissent convaincre les juges. Et comme on sait que Mme Fatou Bensouda a hérité d'un dossier de M. Ocampo, d'un dossier qui était difficilement ficelé, donc elle a essayé plus ou moins de rattraper certaines erreurs, mais certaines insuffisances, mais malheureusement, ça n'a pas pu convaincre les juges. Mais comment expliquez-vous que le bureau du procureur ait fait témoigner 82 personnes à charge qui sont devenues des témoins finalement à décharge? Comment expliquez-vous cela? Bien, ça, ce n'est pas la faute du procureur. Le procureur a mené son enquête et donc a trouvé des personnes qui avaient prêté serment pour dire que ces personnes-là étaient des personnes à charge dans le cadre de l'accusation. Mais si, une fois là-bas, ces personnes qui sont les témoins se débinent, donc changent de position et au lieu de faire la charge, c'est la décharge, eh bien ça, ce n'est pas la faute de la procureure. Alors, est-ce que ce procès qui vient donc de s'achever a contribué à renforcer la crédibilité de la CPI? Bien, on pourra dire que c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup avaient dit que lorsqu'on parle à la CPI, c'était forcément pour être condamné. Donc, c'est le volet répressif, parce qu'il faut savoir aussi que la CPI a deux volets, le volet répressif et le volet dissuasif. Donc, au niveau du volet répressif, on se rend compte effectivement que, peut-être pour ce procès particulièrement, ça n'a pas marché. Mais par contre, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels peut-être nous allons revenir qui mettent en exergue le volet dissuasif où il y a eu quand même des succès. Donc, à ce niveau-là, parler de crédibilité, je crois que c'est un peu trop fort. Mais quand même, le procès a été houleux en débat, M. Ali Ouattara, en décision et en requête. Alors, la Cour a été taxée d'être une Cour politique, partisane. Mais bien sûr, puisqu'on avait dit qu'on allait condamner forcément M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, on se rend compte que, tout au contraire, ils n'ont pas été condamnés. Et quand on parle de volet partisan, la Cour a prouvé qu'elle n'est pas partisane. Voilà, donc les débats houleux, évidemment, c'est vrai, il y avait un peu de passion autour de la chose, hein, c'est normal, parce que bon, ce sont des leaders d'un pays, donc c'est tout à fait normal. Autant il y a eu des débats houleux
pour ce procès. On en a vu aussi pour le Kenya, par exemple. Oui, justement, nous allons en parler. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, non-lieu en faveur de Uhuru Kenyatta, le président soudanais, et de plusieurs responsables kenyans. Alors, à chaque fois, c'est le même diagnostic, la faiblesse des enquêtes et des stratégies de poursuite du bureau du procureur de la CPI. Vous savez que au niveau du chapitre 9 du statut de Rome de la CPI, il est bien notifié que la CPI n'a pas d'armée, n'a pas de police, donc elle est basée sur la coopération avec les États partis. Évidemment, si des enquêteurs arrivent sur le terrain et qu'il n'y a pas une bonne coopération, il y a des difficultés pour avoir certains éléments de preuve. Mais il ne faut pas voir seulement ces quelques éléments, ces quelques procès qui n'ont pas mis en exergue le volet répressif. On a des procès, on prend le cas de Almadi, je viens d'arriver du Mali, où nous étions au Mali pour l'euro symbolique donné aux victimes, où Almadi a été condamné. Il y a Ntaganda. On va préciser que c'est dans le cas de la destruction des mausolées au Mali. Il y a également le cas de Ntaganda qui a été condamné. Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées. Donc le volet répressif a marché. Maintenant, je souhaiterais quand même qu'on vienne sur le volet dissuasif, parce qu'on voit seulement le volet répressif. Mieux vaut prévenir que de guérir. Il ne faut pas jouer les médecins après la mort. Donc la CPI a ce volet dissuasif, et depuis que la CPI existe, et je crois qu'il y a plus ou moins les dirigeants de certains pays réfléchissent à 2 fois avant de commettre certains crimes. Alors, mais ce n'est pas tellement les dirigeants qui commettent les crimes, c'est tout un ensemble. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, M. Ali Ouattara. Alors, après plusieurs acquittements et non-lieu de personnalités politiques de premier plan, comme on vient de le voir poursuivi par la Cour, alors, vous avez si bien dit, mais on va revenir là-dessus. L'heure n'est-il pas au bilan pour la CPI? Bien, vous savez que la CPI a vu le jour en 1998 et est entrée en vigueur réellement en 2002. 2002, nous sommes en 2021, donc on va dire à peine 19 ans. Donc c'est encore l'âge pubère pour la CPI. Donc c'est une structure qui a été mise sur pied et qui a révolutionné le volet du monde l'âge pubère, mais en même temps aussi, ce sont des personnes. Oui, donc le bilan, parler de bilan, je crois que c'est un peu trop connaissance qui dirige la CPI. Tout à fait normal qu'un enfant qui vient de naître, quel est le bilan des procès faits par la CPI? Oui, je vous ai dit qu'il y a des procès, il faut voir le volet répressif et le volet dissuasif. Il y a certains procès où il y a des acquittements, d'autres procès, il y a des condamnations. Et certains procès, comme au Mali, par exemple, où il y a, au niveau des victimes, il y a des réparations qui sont en train d'être faites. Je vous ai dit que je viens d'arriver du Mali. Et également en Côte d'Ivoire, peut-être on en a parlé, c'est qu'également aussi, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réparation en tant que telle, mais on dirait que dans le cadre du Fonds pour les victimes, il y a le volet assistance. Assistance aux voilà, victimes, donc l'assistance. Voilà. Alors justement, la coalition ivoirienne pour la CPI reste convaincue que des crimes atroces ont été commis en Côte d'Ivoire durant la période post-électorale de 2010, voilà, et puis qui ont fait des victimes. Quel est donc le sort de ces victimes aujourd'hui que la CPI ne tient personne pour responsable des violences commises? Je crois que nous sommes tous unanime qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des victimes. Ce n'est pas seulement la coalition de la CPI. Il y a eu des morts. Vous avez répondu à un communiqué dans lequel vous avez décrit. Voilà, il y a eu au moins 3000 morts. Donc ces morts-là ne sont pas des morts naturelles. Évidemment, s'il y a eu des morts, il faut trouver les responsables. Mais au niveau de la justice internationale, par rapport aux charges qui ont été retenues contre les suspects, il n'y a pas eu les éléments de preuve essentiels par rapport à ces charges-là. Et donc, par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du fonds profit des victimes, la CPI permet, quand il n'y a pas eu de verdict en faveur des victimes, qu'il y ait une assistance qui commence pendant le procès et après le procès. Donc, ces victimes-là peuvent se référer à la CPI? Oui, pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on sait qu'il y a un fonds de 800 000 € pour les victimes de ces différentes situations-là. Et dans ce cadre-là, il n'y aura pas de réparation. Il y aura plutôt une réhabilitation au niveau de ces personnes-là, la réhabilitation psychologique, la réhabilitation également physique, et avec même des supports physiques qu'on leur donnera. Par exemple, si c'est des fauteuils roulants, Voilà. Mais ça fait des années qu'on parle de ce fonds-là. Est-ce que les aides ou les assistances ont commencé à être données Oui, le programme en cours, et c'est bien avancé aujourd'hui, avec la responsable au niveau du fonds des victimes sur le plan local, dans les bureaux locaux ici. C'est très bien avancé. Et à quel niveau êtes-vous? Oui, pratiquement, la phase exécutoire va commencer d'ici quelques mois. Voilà. Donc, c'est bien avancé. Et à ce niveau, quand on parle de crédibilité de la CPI, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en exergue le volet
crédible, parce que c'est une structure au moins qui, même s'il n'y a pas eu de verdict, permet d'assister les victimes d'une façon ou d'une autre. Alors, quand on prend le cas du Mali, quand on prend le cas du Mali, par exemple, où il y a eu un verdict qui a été prononcé avec Al-Mahdi qui a été condamné, au Mali, ce sont les réparations. Et ces réparations-là, il y a le volet symbolique. Donc il y a eu 1 euro symbolique qui a été remis à l'UNESCO, aux victimes, tout ça, lors de la semaine dernière à Bamako. Également, il y a la réparation psychologique, la réparation individuelle, la réparation collective. Alors, au niveau de la réparation individuelle, il y a des fonds, 1 million, 2 millions, les gens qu'on va donner, parce qu'au Mali, il y a 1 milliard 775... Au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la réparation psychologique, qu'est-ce qui est fait? Mais justement, il y a les personnes qui sont prises en charge par des psychologues. On va les envoyer parce qu'il faut dire qu'il y en a qui sont traumatisés. Et jusqu'à ce jour, il y a certaines personnes, certaines victimes qui, lorsqu'il y a un petit coup de frein quelque part, ces personnes sont traumatisées. Donc il faut forcément qu'on puisse les assister au niveau psychologique, donc à travers des psychologues, pour pouvoir les soutenir. Voilà. Nous sommes dans une vague de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, qu'attendent les victimes de la crise post-électorale, notamment, après, au-delà de toutes ces réparations et tout cela? Vous qui êtes en contact avec les victimes, qu'est-ce qu'elles attendent? Les victimes attendent la vérité. Les victimes attendent la justice. N'est-ce pas un certain pardon de la part des autorités? Oui, vous savez, il y a un dilemme aujourd'hui entre la paix et la justice. Il y a un dilemme entre la réconciliation et la justice. Nous, dans notre mandat, nous disons que seule la justice peut apporter la paix durable. Seule la justice peut apporter une vraie réconciliation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de véritable justice, évidemment, c'est l'encouragement à l'impunité. Et cet encouragement à l'impunité peut emmener les victimes à la vengeance ou alors les bourreaux à la récidive. C'est pour ça, dans mon livre, d'ailleurs, je dis que l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. D'accord. Alors, pour terminer, le président Alassane Ouattara vient d'affirmer que l'ancien président ivoirien est libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que par ces gestes, par ces mots, le pays aborde une étape importante dans la réconciliation nationale? Mais évidemment, c'est une étape importante, mais il faut aussi que l'État de Côte d'Ivoire passe aux victimes. Parce que ça, ce sont les suspects qui rentrent aujourd'hui, c'est normal qu'ils rentrent dans leur pays, mais les victimes. Que fait l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes? Les acquittés, vous avez dit les suspects, les acquittés. Oui, les suspects, voilà. Les acquittés. Les acquittés, merci. Donc, que fait l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes? En fait, dans le préambule du statut de Rome de la CPI, l'État a la primauté des procès, l'État a la primauté des enquêtes. Donc, la CPI n'est qu'une juridiction complémentaire. Donc l'État a un devoir régalien de s'occuper de ses victimes. Donc la CPI vient en appoint. Et là, il faut que, si on doit faire venir ceux qu'on a acquittés, il faut également que les victimes puissent aussi être prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire de façon véritable. Oui, mais nous pensons que le président Alassane Ouattara a fait des gestes forts et il continuera de le faire dans le sens de la réconciliation nationale. Alors, fin donc de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Ali Ouattara, merci d'être venu nous apporter vos éclairages sur les attentes des victimes de la crise post-électorale et l'importance de la CPI. La Cour pénale internationale, vous êtes le PCA de la coalition ivoirienne pour la CPI. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Restez avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur revient. Et voilà, de retour après l'instant de vérité avec Gabriel Zani et ce bloc de sensibilisation contre la Covid-19. On abonde maintenant dans notre thématique du jour, à savoir investissement, avec M. Guy Abinogues, expert financier. Le sujet, quels sont les différents types de placements financiers. On saura tout ceci après le jingle, même pour leur recevant on va dire celui qui se balade tout le matin. Le Benjavillois. D'accord, le Benjavillois. Bienvenue dans notre belle commune de Rose Bonbon. Ça s'est bien passé? Ouais, super bien, super bien. Benjaville, c'est une belle petite ville. On salue toutes les populations de Benjaville. Et c'est vrai qu'on avait un plan au début, mais on a retrouvé cette dame-là au marché qui a tout chamboulé parce que tout simplement, elle vient de San Pedro pour vendre juste des escargots et repartir. Imaginez l'effort et tout. Oui, c'est une ville cosmopolite, ça il faut le dire. On a toutes les populations qui s'y retrouvent. Et puis c'est une ville qui ouvre grand ses bras comme ça à tout le monde. On se souvient de nos classes
parce que c'est une ville scolaire aussi également. On a plein d'établissements scolaires qui ont vu défiler des sommités, des personnalités. Et puis bon, voilà. Des animateurs, des animatrices. Voilà. Allez. Pourquoi Mamie Fêtait? Allez, on part maintenant pour investissement. Ben oui, on va donc le recevoir. Vous connaissez le visage, vous connaissez bien ce qu'il nous donne comme information précieuse. Monsieur Guy Abinogues, juste après ceci. Eh oui, c'est l'un de nos compagnons du lundi. Bonjour, monsieur Abinogues, bienvenue. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour, Thierry. Allez, on parle des différents types de placements financiers. On va peut-être démarrer par la définition d'un placement financier. Qu'est-il? D'accord. Un placement financier, c'est une opération dans laquelle vous investissez de l'argent et une opération pour laquelle vous espérez donc évidemment un gain potentiel en retour. Donc, c'est le fait de mettre de l'argent pendant une certaine durée dans une opération financière et pour laquelle vous espérez donc un gain en retour. Alors, M. Guy Abinogues, nous sommes en 2021, on a toujours la Covid. Que pèse aujourd'hui un placement financier en 2021? Un placement financier, j'allais dire, garde toujours sa substance. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a de la Covid qu'il ne faut pas investir. Au contraire, c'est vraiment le moment est vraiment opportun pour investir parce que des opportunités nouvelles naissent sur le marché et face à ces opportunités nouvelles, il va falloir donc les saisir. Je voudrais revenir sur un élément relatif justement au placement financier. Vous savez, de manière générale, il y a des placements qu'on appelle enfin dits sécuritaires. Des placements financiers dits sécuritaires pour lesquels vous avez donc toutes les chances de préserver le capital que vous avez investi, mais le rendement que vous en attendez est un rendement moindre, est un rendement faible. Ensuite, vous avez des placements qu'on qualifie donc de plus risqués, et ce sont des placements qui, bien évidemment, vous donnent des rendements plus élevés, mais ce sont des opérations donc à risque, qui portent un certain nombre de risques. Allez, donc dans ce contexte particulier de crise sanitaire, mais où les placements gardent toute leur quintessence, quel type de placement avons-nous et puis pour quel retour finalement? Alors, vous avez tous les placements qui existent, j'allais dire, du par le monde entier, singulièrement ici sur notre marché financier régional, restent toujours de mise. Donc, il appartient à l'investisseur de procéder donc à des choix par rapport, bien, on l'a vu ici, par rapport à son profil d'investissement, par rapport à son aversion pour le risque, par rapport au champ d'investissement qu'il va définir pour pouvoir donc ensuite aller vers l'allocation d'actifs, c'est-à-dire choisir les éléments qui vont composer donc son portefeuille d'investissement. Mais quels sont ces éléments-là? Vous avez donc ce qu'on appelle donc des liquidités et quasi-espèces qui sont composés donc des comptes d'épargne, des bons du trésor, des fonds dits monétaires. Ce sont des placements donc, qui vous donnent la chance de préserver votre capital, mais évidemment, le rendements sont moins. Nous connaissons tous ici les taux qui sont donc associés donc, au compte d'épargne. Ensuite, vous avez des placements à revenus fixes, notamment donc, les obligations d'État, les obligations donc, sur les sociétés et les dépôts à terme même. Ce sont des opérations pour lesquelles, des placements pour lesquels vous avez donc un taux d'intérêt qui est fixé donc, en amont et qui vous donne droit à la perception d'un revenu régulier émanant donc des intérêts que vous touchez chaque année. Et ensuite, ce sont des placements qui vous donnent aussi une certaine sécurité, notamment en ce qui concerne la préservation de votre capital. Voyez. Et puis enfin, vous avez maintenant les actions et l'immobilier. Les actions sont évidemment des placements beaucoup plus risqués, mais qui vous donnent beaucoup plus de rentabilité. Et c'est la même chose pour l'immobilier. Donc, ce sont tout ça, ce sont des placements financiers qui sont encore émises, qui existent sur la place financière donc régionale et pour lesquels un investisseur aujourd'hui qui veut entrer sur le marché financier, qui veut composer un portefeuille d'investissement, peut donc, j'allais dire, choisir ces titres financiers parmi ces placements-là. Vous avez évoqué l'immobilier, on pourrait parler de l'assurance vie, on pourrait parler aussi d'une épargne et tout. Quels sont les placements qui sont prisés par les Ivoiriens, s'ils sont vraiment au fait de ce genre de cette manière de procéder là? Oui, de manière générale, ce à quoi on assiste, quand vous regardez un peu la structure des portefeuilles des banques, on voit que les comptes d'épargne et les dépôts à terme sont vraiment très prisés par les Ivoiriens. L'Ivoirien lambda est celui qui n'aime pas prendre des risques, c'est celui qui veut s'assurer que ce capital qu'il a reste toujours de mise, reste toujours en place et il veut en même temps toucher des revenus importants. Selon vous, c'est quoi l'origine de ce scepticisme?
Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance donc, du marché financier qui sévit dans la population. Et par rapport à cette méconnaissance-là, c'est vrai qu'il va falloir donc donner des éléments supplémentaires. Et cette émission est d'ailleurs la bienvenue. Donner des éléments donc, supplémentaires et complémentaires donc, à ces investisseurs éventuels afin de les indiquer donc, sur le cheminement qui doit suivre pour pouvoir composer véritablement un portefeuille d'investissement et gagner de l'argent. Donc, on va poursuivre notre marche informative. Bien sûr. Et aussi, on va peut-être vous demander la nuance entre un placement financier et une solution de placement. En fait, un placement financier, c'est un, comment je peux dire ça, c'est un titre financier qui existe en tant que tel. Une solution de placement vous donne la possibilité de constituer ce que j'allais dire un portefeuille d'investissement et pour lequel vous allez donc choisir parmi ces titres qui existent et les affecter à votre portefeuille d'investissement. Donc, vous avez cette nuance-là qui est faite. Mais la solution, donc, j'allais dire, financière, vous amène à faire un choix par rapport donc à tous les titres financiers qui existent pour pouvoir donc composer un portefeuille d'investissement. Les titres en tant que tels sont là. Les titres vous attendent, permettez-moi donc cette expression imagée, et vous invitent justement à les acquérir. Donc, courez, allez-y. Allez, on va rester encore sur ce nuancé-là et puis poursuivre les différenciations et savoir la différence ou les points d'ancrage entre un placement financier et des produits financiers. Alors là, c'est la même chose. D'accord. Là, c'est la même chose. Vous savez, les placements financiers, quand on parle de placements financiers, on parle des instruments relatifs donc, à l'investissement. Quand vous parlez de produits financiers, vous parlez également donc, des titres financiers qui sont également relatifs à l'investissement. On parle vraiment de la même chose. Parce que je voudrais préciser, notamment dans les choix d'investissement, vous avez deux types d'investissement. Vous avez l'investissement prêteur et vous avez l'investissement propriétaire. Les spécificités. Voilà. L'investissement prêteur, c'est l'investissement donc pour lequel vous prêtez de l'argent à une institution, vous prêtez de l'argent à une banque, vous prêtez de l'argent à une société, vous prêtez même de l'argent à l'État. Et c'est un investissement pour lequel vous recevez des intérêts chaque année. Et c'est un investissement pour lequel, en fin de parcours, c'est-à-dire donc au terme de la durée donc, de ce prêt-là, on vous redonne votre capital de départ. C'est un investissement pour lequel, évidemment, il y a des garanties qui sont apportées à cet investissement que vous faites, parce que vous prêtez donc de l'argent à l'État. L'État, évidemment, est le garant donc, de référence. Et même quand vous prêtez de l'argent à une société, la société vous apporte sa garantie de part, ce qu'on appelle donc sa notation financière, qui, elle, certifie que la société n'aura aucun mal à vous rembourser votre capital de départ, ou cette société peut également donc mettre ses actifs également sous garantie pour pouvoir, j'allais dire, assurer donc réaliser son opération obligataire qu'elle fait en amont avec vous. En face, vous avez ce qu'on appelle donc les investissements propriétaires. Les investissements propriétaires sont des investissements pour lesquels vous êtes propriétaire de votre investissement ou vous êtes copropriétaire de votre investissement et de manière générale, ce sont les investissements donc en actions qui vous donne droit, vous achetez donc une part de société, cette part de société vous donne droit à des dividendes quand les résultats des entreprises sont positifs donc en fin d'année. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi également l'immobilier qui rend donc des investissements propriétaires qui peut, avec le temps, prendre de la valeur, notamment donc en cas de vente, si vous décidez de vendre votre bien immobilier. Alors, on pourrait s'arrêter sur un détail que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit prêter de l'argent aux entreprises. Oui. Prêter de l'argent aux entreprises, acheter des actions dans ces entreprises, c'est pas la même chose. Deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. On peut prêter, en tant que Thierry Angeval, prêter de l'argent à une entreprise. Comment on constitue justement cette fonction ou ce profil de prêteur, par exemple, même à l'État ou à une entreprise? Alors, quand vous prêtez de l'argent, tout à fait, quand vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à l'État, de manière générale, ça se fait à travers ce qu'on appelle une opération obligataire. Donc, l'État émet des obligations, l'entreprise émet des obligations, vous achetez ces obligations-là. Mais quand vous achetez ces obligations, vous donnez de l'argent en retour à l'État ou vous donnez de l'argent donc en retour à cette société-là. Et le fait de donner de l'argent, c'est dire que vous prêtez en ce moment de l'argent et dans ce prêt-là, vous attendez donc un retour, notamment les revenus qui seront tirés donc des taux d'intérêt et vous attendez également qu'à la fin donc de la période de prêt, on vous rembourse votre capital. Dans le cadre d'une action, c'est complètement différent. C'est vrai que vous donnez de l'argent à l'entreprise, mais vous devenez en même temps copropriétaire de cette entreprise. Pour la partie de l'argent, pour la proportion de l'argent que vous avez donné à cette entreprise. Oui. Dans le cas d'une opération obligataire, vous n'êtes propriétaire de rien du tout.
Vous percevez juste des revenus qui sont tirés donc, des taux d'intérêt. Mais dans le cadre d'une action, vous devenez propriétaire donc, de l'entreprise. Vous avez même droit, dans le cas des actions ordinaires, vous avez même droit, vous avez un droit de vote. Donc, lorsqu'il y a une assemblée générale, vous avez votre mot à dire dans cette assemblée générale. Vous voyez, vous avez également, comment dirais-je, la possibilité de bénéficier donc de la croissance du capital que vous avez donc donné à cette entreprise-là. Et puis, si les résultats sont positifs, évidemment, on va vous donner donc des dividendes si le conseil d'administration décide de procéder à la distribution des dividendes. Dans le premier cas de figure, on a toujours un retour à investissement. On a toujours son retour sur investissement. Et c'est l'opération, je dirais, la moins risquée par rapport au marché. Et justement, pour en savoir davantage sur ce premier cas de figure par les opérations obligataires, généralement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des obligations qui sont plus ou moins accessibles. On commence par exemple par 10 000 francs, ce genre de choses-là. Quelle est leur, on va dire, leur spécificité? Et puis, comment se fait finalement le partage? On reçoit ces 10 000 francs plus quelque chose ou on va recevoir plus que 10 000 francs? Parce que, voilà, bien plus que 10 000. Voilà. Comment ça marche? Non. Quand on met le prix d'une obligation à 10 000 francs, cela répond d'abord à deux éléments principaux. Le premier élément, c'est pouvoir toucher le plus grand nombre. Amener donc l'investisseur lambda, l'investisseur du marché donc informel, à s'intéresser par exemple à une opération que fait l'État pour acheter donc les obligations donc de l'État. Et en retour, la seconde chose, l'État s'engage à vous payer donc des intérêts. Si c'est une obligation, mettons, de 6,50, si vous prêtez 10 000 francs à l'État, chaque année, vous percevrez 650 francs CFA. Vous voyez, sur la part des 10 000 francs. Si vous prêtez 20 000 francs, vous en recevrez évidemment 2 fois plus. Oui. Donc c'est en fonction donc, du nombre d'obligations que vous achetez et que vous allez percevoir donc, les intérêts qui sont associés, j'allais dire, à ces obligations-là. Donc, quand vous êtes dans cette situation donc, de prêteur, notamment à l'État, aux sociétés et tout, vous êtes dans un rôle qui est un rôle, j'allais dire, attentif, parce que chaque année, vous vous attendez à la perception donc, des revenus. Il faut que ces revenus donc, soient réguliers. Et vous attendez également, à la fin de la période donc, du prêt, à recevoir le capital de départ que vous avez prêté à l'État ou à l'entreprise concernée. Et c'est circonscrit, cette forme d'investissement? Parce que vous avez parlé de la fin du prêt et en même temps d'une perception par année. Oui. Je prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Si l'État ou une société émet une obligation sur une période de 5 ans, c'est-à-dire pendant les 5 années, vous allez toucher des revenus chaque année. Okay. Voyez? Et puis à la fin des 5 ans, vous allez donc, on va vous rembourser le capital que vous avez prêté, soit à l'État, soit à cette entreprise-là. Voilà comment cela se passe. Alors, mais dites-nous, c'est vrai que ce matin, vous allez changer un peu la stratégie financière de tout un chacun, toutes les personnes en tout cas qui regardent cette émission. En amont, on veut faire un placement, on va peut-être revenir sur ce qu'on avait dit, parce que la répétition étant pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en amont? Quels facteurs prendre en compte avant de faire un placement financier? Alors, effectivement, la répétition est pédagogique. Nous allons donc revenir là-dessus. Vous savez, j'ai dit toujours que lorsque vous décidez de rentrer dans un processus d'investissement, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire définir votre profil d'investisseur pour savoir quelle est, vous, votre aversion par rapport au risque. Est-ce que vous voulez prendre beaucoup plus de risques par rapport au marché financier ou pas? Ça, c'est un élément très important. Ensuite, il faut définir vos objectifs financiers. Lorsque vos objectifs financiers sont définis, vous savez vous-même dans quelle direction vous allez. Si votre objectif financier demain, c'est d'acheter peut-être une résidence principale ou c'est, par exemple, pour financer l'éducation de vos enfants, vous savez donc, j'allais dire, la somme d'épargne que vous devez donc mettre de côté pour constituer votre portefeuille d'investissement. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant définir ce que j'appelle votre champ d'investissement. C'est-à-dire le champ d'investissement, c'est-à-dire donc le périmètre dans lequel vous allez investir. Puisque vous savez très bien, par exemple, qu'une action X, moi je ne la préfère pas, compte tenu donc de mon aversion pour le risque. Une action Y, je m'intéresse plutôt à celle-là. Et donc c'est cette action Y-là que vous allez acheter pour mettre dans votre portefeuille d'investissement. Et donc vous entrez maintenant dans le processus de l'allocation non d'actifs, dans le processus donc, du choix des titres financiers qui vont composer votre portefeuille d'investissement. Donc voilà en gros, j'allais dire la démarche. Et quand vous êtes justement dans ce processus-là, tous ces placements financiers dont on vient de parler se présentent devant vous. Oui. Vous avez donc les actions, vous avez les obligations, vous avez les dépôts à terme, vous avez les bons du Trésor, les bons émis donc par l'État, vous avez les obligations des sociétés, etc., etc. Donc vous devez maintenant procéder à un choix
conformément, 1, à votre profil d'investisseur, conformément, 2, à votre, comment dirais-je, à votre objectif financier et conformément, 3, à votre champ d'investissement. Allez, on va poursuivre encore la consultation financière de ce jour avec vous et puis revenir sur, on va dire, les élans des Ivoiriens. Vous nous avez dit ils sont tantôt prudents ou frileux. En tout cas, la frontière est très mince, elle est poreuse et leur donner quelques petits conseils selon qu'on prend des exemples en étant agriculteur, fonctionnaire, entrepreneur. Quel risque on pourrait prendre et puis se savoir satisfaire? Non, le risque, il est le même. Il est le même pour tout le monde, quelle que soit votre fonction. C'est votre capacité d'investissement qui sera certainement, j'allais dire, différente. En fonction donc, du volume d'argent que vous pouvez mettre sur la table pour pouvoir réaliser votre investissement, c'est ce qui va différer entre ces différents acteurs économiques. Mais sinon, le risque en lui-même reste le même. Et ce qui est important, tout à l'heure on parlait justement des Ivoiriens, si aujourd'hui une société donnée décide par exemple d'aller sur le marché pour lancer ce qu'on appelle une offre publique d'achat, de vente, cette offre publique de vente, c'est-à-dire mettre des actions à la disposition des investisseurs sur le marché, de manière générale, cette opération est toujours souscrite. C'est une opération qui connaît toujours un grand succès, qui remporte toujours un grand succès. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens et même tous les investisseurs de la zone UEMOA se précipitent donc sur l'achat des actions parce qu'ils savent que quand ils achètent, notamment au jour donc, de la mise sur le marché de l'offre publique de vente, qu'est-ce qui se passe? Entre le moment où ils achètent et le moment donc, de clôture de la bourse ce jour-là, l'action peut gagner jusqu'à 7%, jusqu'à 5%, etc. Donc ils commencent à gagner de l'argent, ils commencent donc à valoriser cet investissement qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'il y a un gros intérêt sur les offres publiques de vente. Savoir dans quoi investir n'est pas une mince affaire. Ça, on peut aisément le dire. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué le risque qui a fait l'objet d'une émission ici, pour qu'on puisse bien comprendre. Et malgré ce risque-là, eh bien, nous devons investir. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez que quand vous avez des objectifs financiers qui sont très clairs dans votre tête, la meilleure façon de pouvoir réaliser ces objectifs-là passe par les investissements. Parce que si vous laissez votre argent de départ, notamment dans un compte qui ne procure pas de la croissance de votre capital investi et ne vous donne que des revenus, parfois, vous n'irez pas bien loin avec. Mais si, par contre, vous investissez dans une opération qui vous donne de la croissance du capital, vous avez même la chance, au bout d'un certain nombre d'années, de doubler votre capital, le capital que vous avez investi. Bien évidemment, donc, à terme, vous pourriez réaliser vos objectifs financiers. Merci infiniment, Monsieur Guy Abi-Noguès, pour toutes ces informations. Le marché est donc achalandé. Il faut définir son profil et puis se lancer et se jeter à l'eau. On verra la température en bas. Allez, on se voit la semaine venante, là, commençante. Donc, on se voit demain avec grand bonheur. Et oui, merci à tous et à chacun. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Merci à Jacques Brou et à son équipe. Au revoir.